Merci tout d'abord d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. 10 ans après ces attaques du Bataclan, comment allez-vous tout d'abord Arnaud? Est-ce que année après année, vous arrivez enfin à vous libérer de ce que vous avez vécu? 10 ans, oui, ça fait 10 ans, c'est le bon moment pour tourner une page, ça c'est évident. C'est sûrement ce qui va se passer. Oui, 10 ans après, ouais, on peut dire que je me suis libéré de cet événement. Voilà, sachant que ça fait déjà 2-3 ans que voilà, chaque année qui a passé a été plus légère et plus facile. Donc oui, ça va plutôt pas mal. Vous dites, depuis le Bataclan, une chose a changé, je suis dans l'urgence de vivre. Survivre au Bataclan, c'est surtout une manière d'être... il faut que je sois à la hauteur, entre guillemets, des gens qui ne sont pas revenus du Bataclan. J'ai vraiment la sensation d'être sur une seconde vie, une seconde chance. Et j'ai plus la culpabilité d'être encore en vie, même si j'ai beaucoup longtemps vécu avec, comme beaucoup de survivants du Bataclan. Pourquoi moi et pourquoi pas eux? Enfin voilà. Mais ça s'est transformé plutôt en quelque chose de positif. Et l'idée, c'est la petite responsabilité, c'est que je veux que cette seconde vie, cette seconde chance, j'essaye d'être à la hauteur de cette seconde chance, tout simplement, et d'être dans l'action positive et d'être moins dans la peur aussi. Votre histoire, Arnaud, et celle de 6 autres otages rescapés, est au centre d'une série époustouflante diffusée actuellement sur France Télévisions. Elle s'appelle Des Vivants. L'un des fils rouges de la série, c'est votre amitié justement qui s'est nouée suite à ce que vous avez vécu. Une amitié qui est aussi à la base de votre reconstruction. Complètement, oui. Ouais, c'est ce groupe qu'on a formé là, peu de temps après le Bataclan, qui s'appelle la contraction de potes otages, c'est devenu les potages. Mais c'est un groupe qui est primordial pour l'après-Bataclan et pour la reconstruction. Après un événement comme celui-ci, j'en ai pris conscience depuis la sortie de cette série, c'est très compliqué de communiquer avec ses proches, à juste titre, hein, pour les uns pour les autres. Je pense qu'il y a même une incapacité finalement dans un premier temps à pouvoir vraiment communiquer. Je pense qu'il n'y a qu'avec des gens qui ont vécu la même situation que soi-même, que du coup on pouvait qu'on pouvait se reconstruire, qu'on pouvait danser, rigoler, faire de l'humour noir, se défouler. Mais c'est quelque chose d'un peu empoisonné que ce sujet du Bataclan les premières années. Donc ce groupe, je lui dois vraiment une partie de ma reconstruction. Est-ce qu'il y a eu justement des réticences dans votre groupe, dans le groupe des potages, de faire cette série? Il y a eu des réticences. Ça a été un long travail entre le moment où le producteur de la série nous approche et le moment où on va vraiment s'engager, signer un contrat et se lancer vraiment dans cette aventure. Il s'est passé bien 8 mois. Qu'est-ce qui s'est dit entre vous? C'est du voyeurisme? Ouais, il y avait la peur de tout ça, bien sûr, la légitimité aussi. On en revient toujours à la même chose. Pourquoi nous et pourquoi pas d'autres histoires? Ouais, la peur du voyeurisme, c'était un sujet sensible. On voulait heurter personne, bien sûr. On le veut toujours pas d'ailleurs. Hein, ça n'a jamais été notre intention. Votre histoire, Arnaud, votre personnage est interprété par Benjamin Laverne, une interprétation, on peut le dire, tout simplement époustouflante. Vous voir de manière indirecte à l'écran comme cela, quel sentiment cela a fait remonter justement en vous? Des drôles de sentiments, j'ai eu l'occasion de le dire à Benjamin, mais notamment sur les premiers épisodes, sur cet après-Bataclan, j'avoue qu'il y avait presque un mimétisme qui était tellement poussé dans sa manière même de marcher, de parler. Je lui ai dit, d'ailleurs j'étais un peu agacé parce que finalement je ne voyais plus Benjamin Laverne, mais je me voyais moi. Donc là, chapeau bas, parce que vraiment j'étais dans une confusion. Ouais, j'étais un peu agacé et j'avais envie de dire à ce moi dédoublé que je voyais à l'écran, vas-y, bouge-toi. Voilà, j'avais pas. Voilà, il y a vraiment des échos très forts en fait. Il y a dans sa manière corporellement d'être, dans sa voix aussi, on a des similitudes de voix assez marquées. Et non, il a fait un boulot exceptionnel. On va revenir à ce que vous avez vécu quelques instants au Bataclan lorsque vous étiez dans ce couloir retenu par les terroristes. Vous dites « j'avais peur, j'ai pensé à ma gueule et maintenant j'ai honte ». Elles sont fortes ces paroles quand même.
Ouais, c'est assez mis en avant dans la série. Mon personnage, je dis bien mon personnage, l'exprime beaucoup. C'est peut-être un peu plus nuancé pour moi. C'est que la vérité, c'est que j'ai un choix dans cette prise d'otage. C'est le choix très rapidement de me libérer spatialement de ma femme. Donc tacitement, avec ma femme, effectivement, on s'est comporté limite comme n'étant pas un couple ce jour-là. Il y avait des aspects tacites qui nous ont rendu service, puisqu'effectivement, à un moment de la prise d'otage, ils ont demandé s'il y avait un couple ou s'il y avait des gens de la même famille dans le... Et là, vous n'avez pas répondu justement, c'est ce qu'on découvre dans la série. Voilà, ma femme n'a rien dit, je n'ai rien dit, comme quoi on était quand même au diapason. Après, forcément, pour un couple, ça n'a pas été neutre pour moi, parce que ça veut quand même dire que pendant 2h20, je suis presque dans une ignorance de ma femme. Je fais comme si ma femme n'était pas dans la prise d'otage, peut-être parce qu'en fait c'est insupportable. La situation déjà personnellement insupportable, et savoir que ma femme soit là, ça peut encore me faire plus craquer ou me mettre dans un état de... Donc c'est aussi une réaction de défense pour tenir le choc dans cette situation. Et elle a eu la même, mais c'est vrai que moi j'ai pas mal culpabilisé parce que c'est symboliquement... c'était quelque part un acte de séparation sur ces 2h25 pendant lequel, quelque part, on n'était plus tout à fait un couple. Pour mieux se retrouver après, j'imagine. Pour mieux se retrouver après et s'expliquer aussi après, parce qu'il y a eu des conséquences aussi sur mon couple, même si on a su dépasser tout ça et avancer. Mais oui, on est retourné, on a fait une thérapie de couple, comme on peut le voir dans la série, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a permis aussi d'aborder ces moments délicats de la prise d'otage où on s'était un peu... séparés chacun de son côté, et finalement on avait eu des réactions presque individuelles. Après coup, j'ai réalisé aussi que c'était une réaction qui n'était pas si individuelle que ça, parce qu'elle comme moi, on avait envie que c'était sûrement pour préserver le futur de nos filles aussi, et qu'il y avait toujours cette idée que plus on est éloigné, plus potentiellement l'un d'entre nous aura la chance de peut-être de survivre à cette prise d'otage. Et voilà. Donc moi, c'était mon objectif, c'était si je dois disparaître, je disparais, mais j'aimerais bien que ma femme et que mes filles, en tout cas, ne se retrouvent pas pupilles de la nation et orphelines à la fin de cet événement. Vous êtes le dernier otage à être sorti vivant du Bataclan par les forces de l'ordre. Quelles sont les premières pensées que l'on a à ce moment-là, lorsque l'on sait « ça y est, c'est terminé, je suis en sécurité » Je sais pas, un bonheur, une joie. On réalise sur le moment ou pas? On est un peu trop sous le choc pour... on réalise qu'on est vivant et qu'on respire, même si moi, personnellement, j'étais dans un tel état, avec un tympan percé aussi, et puis encore un petit peu des griffures dans le dos, etc. Enfin, j'étais vraiment en sidération. Voilà, et on m'aide à marcher, hein, parce que mine de rien, je suis complètement raide. Ouais, libération, joie, même si c'est vécu un peu de manière fantomatique, parce que quand je sors du Bataclan, je me demande bien si c'est vraiment moi qui vis ça, si je ne suis pas un fantôme, est-ce que je suis encore en vie, et d'ailleurs, c'est des questions qui vont rester un peu dans les mois qui suivent. On est plusieurs potages à avoir un peu vécu des sensations, dans les mois qu'on suivit, des fois des sensations un peu de présent-absent, comme on dit, décorporation. Vous êtes dans un repas de famille et tout d'un coup, vous pouvez presque vous poser la question de savoir si... vous n'êtes pas quelque part un fantôme si vous n'êtes pas déjà mort et que vous n'êtes pas en train de finalement regarder votre famille qui continue d'avoir des repas de famille, des rencontres, tellement des fois effectivement on est à côté de la réalité. Ouais. Dans la série, Arnaud, on découvre tout le travail de reconstruction post-traumatique. Il y a cette scène assez saisissante avec votre père qui se déroule très peu de temps après le drame, et il vous dit « Allez, maintenant il faut passer à autre chose ». Arnaud, t'en es sorti vivant, qu'est-ce que tu veux de plus? On est là, tous ensemble, on déjeune. Passe à autre chose. Comment tu fais pour être aussi buté? Comment tu fais pour pas comprendre que j'y suis toujours au Bataclan? Oui, à un moment donné, ces choses-là, ça se décide. C'est juste une question de volonté. Ah bah j'adorerais. Moi j'adorerais la claquer des doigts et oublier le mec qui s'est fait sauter à 3 mètres de ma gueule. Mais la réalité, c'est que toutes les nuits, je les entends encore, les morts. Hein? Les gens qui meurent autour de moi. Ça y est, t'as fini. On peut le prendre, ce café? C'est une scène assez fictionnée, je tiens à le préciser, parce que j'ai des très bons rapports avec mon papa et on est même très en phase et très pacifié dans nos relations depuis quelques années. Donc, oui, parce que limite, on ne comprend pas la réaction de votre père quand on voit la série. Après, ils ne se sont pas inspirés que c'est à travers mon père qu'ils font passer ce message-là. C'est une réaction que j'ai vécue auprès de beaucoup de proches, justement, ou des gens de la famille. C'est vrai que beaucoup de gens, peu de temps après l'événement, quelques mois après, avaient déjà
dans cette difficulté justement de communiquer avec des rescapés comme nous. Et je sais que c'est sûrement pas simple. Il y avait toujours cette maladresse qui se voulait positive malgré tout, mais qui était quand même... tu es vivant, il faut que tu continues à vivre. Exactement, et ils étaient pressés, entre guillemets, tellement pressés qu'on sorte de tout ça très rapidement. Dans les familles, la plupart du temps, le Bataclan est devenu, on en a parlé 1 ou 2 fois, et puis très vite, ça devient un sujet tabou, parce que quand vous en parlez, vous, de manière trop longue et trop précise, les proches s'inquiètent, ils ont l'impression que jamais vous sortirez de tout ça, que vous allez y rester. Et c'est une réaction totalement humaine. Donc ça aussi, la série, moi, m'a permis de prendre conscience que moi aussi, j'avais été parfois susceptible vis-à-vis de mes proches, dans le sens où j'avais du mal à accepter certaines maladresses, que je comprends mieux maintenant, parce que dans une situation inversée, j'aurais sûrement réagi de la même manière qu'eux. Et avec votre père, vous avez pu lui reformuler justement tout l'amour que vous avez. Ah, mon papa, je l'aime. Voilà, c'est quelqu'un de primordial dans ma vie, qui m'a encore fait des cadeaux magnifiques ces dernières années. Donc... non, mon père, c'est quelqu'un de bien, mais à travers son personnage, c'était évident que là, il tenait le moyen d'exprimer des situations effectivement vécues par un certain nombre d'entre nous. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, comment ça? Je viens poser. Bah, t'étais pas au Bataclan? Bah, si. Et alors? Salut tout le monde. Oh là là, Marie, comment ça va? Ça va. Ça va. Ouais. Non, franchement, ça va. Je suis pas morte, je suis pas blessée, Arnaud non plus. Tout le monde n'a pas eu cette chance. On voit dans la série que vous mettez du temps quand même à reprendre votre quotidien, à l'inverse de votre compagne, Marie, qui elle aussi était otage au Bataclan. Est-ce qu'au final, ce décalage entre vous deux, il a été facile à gérer au quotidien pour vous, pour vos filles, pour vos proches? Non, elle n'a pas du tout été facile à gérer. Non, il y a même eu des moments un peu dangereux pour notre couple, justement. Non, j'ai le souvenir surtout que c'est les 3-4 premières années. Ouais, il y a une telle manière différente de réagir à cet événement-là. Et ma femme est dans une sorte de déni. Parce qu'elle retourne rapidement au travail, elle retourne au concert. Elle retourne au travail, et elle n'a jamais fait autant de concerts que l'année qui a suivi le 13 novembre. Elle était dans une boulimie de sorties, de culture, de concerts. De vivre, tout simplement. Oui, je comprends. J'ai compris après coup, bien sûr. Et puis, c'était une manière aussi chacun réagit comme il peut. Et effectivement, ça peut être une solution, ça peut de ne pas s'arrêter après un événement comme ça. Parce que si on s'arrête, attention, là, ça devient vertigineux. Et ça a été sa manière à elle, entre guillemets, de survivre à tout ça, c'était justement de ne pas s'arrêter et d'être dans une course aussi. On a réussi à regagner quelque chose de positif et en tout cas on n'est jamais resté, il n'y a jamais eu d'état trop fixe trop longtemps. Il s'est toujours passé des choses au bout d'un an, des mieux. Voilà, moi j'ai fait une thérapie de couple avec ma femme qui a été de courte durée mais qui a permis en 3 séances de recommuniquer, de désamorcer et surtout de se dire je t'aime, ce qu'on s'était déjà dit juste avant la prise d'otage, c'est le dernier mot qu'on se dit. Donc oui, ça a relancé la machine et voilà, on n'avait pas encore été trop loin dans des choses trop sombres pour... voilà, on a pu repartir. De votre côté, Arnaud, vous avez souhaité retourner assez rapidement sur les lieux du Bataclan. Oui, je suis retourné assez rapidement, j'en ai eu l'opportunité. Ma femme, par la suite, là, au moment du tournage, effectivement, il y a 2 scènes qui ont été tournées à l'intérieur du Bataclan. Pour ma femme, ça a été important parce que du coup, elle souhaitait, depuis presque 10 ans, elle souhaitait retourner dans le fameux couloir où on avait été pris en otage. Et ce jour-là, elle a pu le faire. Donc, et surtout, j'ai pu être avec elle. Et alors, ça vous a fait quoi quand vous êtes retourné dans cette salle, dans cette pièce? C'est toujours aussi fou. Il y a des flashs qui reviennent? Pas vraiment des flashs, mais vous savez exactement où vous avez atterri, l'étroitesse des lieux. Pendant 2h20 dans cet endroit-là, on a eu le temps de repérer plein de choses. Donc oui, on a tendance un peu à toucher les murs, toucher les fenêtres, un peu toucher les choses pour être sûr que c'est bien arrivé et qu'on n'a pas rêvé. Oui, moi j'étais content en tout cas d'y retourner avec elle, d'autant plus que là, c'était vraiment un truc qu'on a vécu juste tous les deux. Donc c'était un moment fort et elle, ça a comblé aussi... ça a comblé beaucoup de choses. Elle avait vraiment envie d'y retourner. Et voilà, il fallait y retourner au moins une fois. Ouais. Dans la série, Arnaud, on découvre aussi vos filles qui avaient 2 et 6 ans au moment de l'attaque. Aujourd'hui, elles sont préadolescentes et adolescentes, 10 ans
après ce que vous avez vécu. Cette série, est-ce que ça leur a permis de mieux comprendre certaines choses, de aussi pouvoir entamer un dialogue avec vous ? En tout cas, nous, j'avoue, on n'a pas toujours su faire le filtre. Et effectivement, c'était plus une réparation, parce que ma fille, à 6 ans, a été quand même baignée dans des discussions qui étaient plus ou moins maîtrisées. Et la série le montre, hein, dans une des scènes. Et c'est pas éloigné de la réalité, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Donc, ça a été une belle aventure, parce que ma fille aînée, Nina, c'est vraiment, c'est une partie de sa jeunesse quand même, tout ça, d'avoir finalement grandi avec deux parents rescapés. Ce qui est chouette, c'est que c'est une réparation, cette série aussi pour elle, parce qu'elle a été intégrée à l'aventure. Elle est venue aussi faire des journées de tournage, voir cette machine là, de la série se mettre en place. Elle nous a suivis dans des shootings photos, avec forcément les paillettes dans les yeux, parce que c'est une adolescente et que tout d'un coup, elle touchait à un milieu qui lui paraissait assez magique. Donc ça aussi, c'est des belles aventures, parce que finalement, cette série nous a permis de revivre ça à 3. Voilà, pour Zoé, les choses sont peut-être un peu différentes. Elle a 12 ans, c'est un peu moins son aventure, ce qui est peut-être une autre difficulté pour elle. Elle était plus jeune, elle n'a pas de souvenirs directs, voilà. Et que peut-être qu'effectivement, ce sera peut-être un moment Zoé, qui aura besoin aussi peut-être d'en reparler à terme avec nous, parce que finalement, c'était plus l'aventure de Nina et de ses parents, plus que la sienne. Mais elle regarde la série quand même avec sa maman et sa sœur, en collectif. Et je pense qu'elle est contente de l'avoir fait, voilà. Je voulais vous faire réagir sur une déclaration de François Molins, l'ancien procureur de Paris. Il soulignait le rôle crucial du procès des attentats du 13 novembre dans le processus d'apaisement des victimes. Est-ce que, Arnaud, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, il a raison. Ce qui est sûr, c'est que ce procès en assises était vraiment un procès en réparation. C'était très important et il y a eu une liberté, enfin il y a eu surtout du temps de parole donné à toutes les victimes, et quelles qu'elles soient, qui était primordial. C'était le seul moyen pour commencer vraiment à guérir nous guérir nous, mais aussi à guérir aussi un peu la société française, de réparer au mieux de cet événement. Ouais. Aujourd'hui, Arnaud, vous vous apprêtez à changer de vie pour devenir jardinier pour la ville de Paris, 10 ans après donc, ce que vous avez vécu. Un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Est-ce que c'est tout un symbole dans votre reconstruction et dans une nouvelle vie, j'imagine ? Oui, ça a du sens. Ça a du sens. J'avais déjà fait une reconversion. J'ai peut-être un peu la bougeotte, parce que je me relance à 50 ans dans un secteur encore un peu nouveau, même s'il me passionnait depuis toujours, et ça ne vient pas de nulle part. Je suis un passionné de nature et de paysage aussi, de composition paysagère. C'est vraiment... j'ai aussi une vie d'artiste derrière moi, de photographe, donc je suis aussi très artistique. Donc il y a aussi un pont, quoi qu'on en dise, entre mon ancienne activité de prof de dessin et d'art plastique et l'idée à terme de faire de la composition paysagère. Peut-être aussi que c'est un travail en extérieur, il y a des aspects thérapeutiques, ça demande d'être très présent, d'être à l'instant présent justement, ce qui pour quelqu'un comme moi reste toujours un enjeu, de trouver des activités qui manquent dans le réel et qui sont concrètes. Voilà. Depuis le Bataclan, je suis devenu prof parce que j'avais besoin de travailler avec des êtres vivants, et j'avais vraiment un appel du vivant après le Bataclan, et professeur, ça a été un merveilleux métier. Ce le sera peut-être encore, on ne sait pas. Mais là, j'avais envie de tenter une nouvelle aventure, parce que le temps m'est compté quand même un peu. Et de ne pas perdre de temps et d'y aller. Ouais.